Quatrième partie, le détour. Après avoir suivi le plus rigoureusement possible la question de la famille, va-t-on maintenant traiter de ce qui s'affirme, s'affiche même comme la question linguienne par excellence, la question de la schizophrénie. Allons-nous demander au texte Line de se déployer comme texte révélant le sens de la schizophrénie, comme c'est l'habitude lorsque l'on parle de langue? Dans notre introduction, nous avons précisé la famille d'abord, aborder la famille d'abord. L'abord ou l'appui, nous le trouvions dans ce que nous avons désigné depuis comme étant la métaphore familiale. Cette dernière n'a rien à voir directement avec la famille rencontrée tous les jours, à laquelle nous sommes tellement accoutumés que nous ne pouvons même plus interroger véritablement. Dire quelque chose de sensé. Certes, nous pouvons toujours militer, critiquer la famille. Cependant, attentifs à la métaphore familiale, nous ne le pouvons qu'à condition de céder au dérisoire. La métaphore familiale n'autorise pas plus une critique de la famille qu'elle n'en peut soutenir les effets. Plus agissante que la famille de tous les jours, elle la fonde tout en la remettant à sa précarité, son inauthenticité. Cette précarité est aujourd'hui mise en avant par les réformes et les contre-réformes et les contestations qui se préoccupent de la famille, politique de natalité, politique d'avortement et de contraception, politique des perversions, bref, politique démographique. Cependant, il faut, tout aussi étrange que cela puisse paraître, aborder cette précarité comme ce qui, en fait, la rend beaucoup plus agissante. Pour bien saisir cela, il serait nécessaire de pousser plus avant l'écoute de la famille pour la comprendre dans le tournant philosophique de l'Occident, sa position ontothéologique. Nous ne pourrons ici que l'indiquer, ainsi presque à la dérobée, lire la famille dans la position ontothéologique et donc moralisante de l'Occident, proprement comme telle, toujours philosophique, disons toujours métaphysique. Aborder d'abord la famille. Ainsi mettions-nous au début de notre parcours lingue, entre parenthèses, le retenions-nous à son texte lui-même retenu dans une interrogation vers la famille avant d'être la thèse de l'inanité du label de schizophrénie. Nous retenions Leng dans la question de la famille mise à la question, pour essayer d'en faire pleinement l'expérience. L'expérience. Voilà un mot qui revient constamment chez Leng, que nous écrivons ici, innocemment, avec Leng, et qui demeure pourtant sans avoir été défini proprement. Nous nous y emploierons tout à l'heure. Cela mérite un arrêt, une station. Nous prenions appui de la métaphore familiale pour circonscrire une certaine retenue, une économie du langage. Une retenue du langage qui retient à une certaine science, une technique. Nous y prenions appui afin de laisser percer une ouverture vers une autre science, à partir d'une autre langue, une autre parole. Cette autre langue n'était pas et n'est pas un mystère. Elle s'avance comme n'étant pas la langue de tous les jours, proprement et simplement parlante, bavarde, ou concise, ou encore claire, et par cela même ne s'entend que comme littérature. Dans cette autre langue cachée par la littérature, Leng s'aventure étrangement, d'autant plus étrangement que le lieu d'où il prend son pouvoir de parole, la psychiatrie, est par nature scientifique et donc contre toute forme de littérature. Certes, nous avons bien essayé de dire que Leng avait effectué ce coup de maître, la perte de son titre, dans notre introduction, mais dans ce qui se réclame anti-psychiatrie, pouvons-nous entendre autre chose que de la psychiatrie? La publicité qu'aujourd'hui la psychiatrie fait à l'antipsychiatrie, nous sommes dans les années 70, ne rend-elle pas difficile l'accès à la perte du titre? Pourtant, si nous sommes attentifs au non spectaculaire de la perte de titre, nous ne pouvons que reconnaître cette évidence.
Leng a perdu son titre. Déjà et le plus essentiellement en risquant son titre dans la référence philosophique, puis en s'avançant dans le langage poétique, dans ce que l'on appelle aujourd'hui une pratique littéraire, ce en écrivant L'oiseau de paradis et ne The Bird of Paradise, Notes. Cette autre langue n'est donc pas envisagée comme un avenir ou comme une promesse, lieu où se peut depuis longtemps, et sans s'en rendre compte, le discours du militantisme. Il est depuis toujours présent, mais présent dans le retrait. En retraite, dans ce qui ne mérite pas d'être pris au sérieux. Le langage poétique, ou encore, suivant une expression à la mode, la fiction versus la théorie. Ce qui mérite d'être pris au sérieux demeure encore aujourd'hui, où l'on n'a de cesse d'attaquer, de critiquer, de dénoncer ses effets, le danger atomique, le danger de la population, oui, et pourquoi pas, de la pollution industrielle, etc. Le discours technicien de la science. Plus rien n'intéresse proprement, mais tout motive à se spécialiser pour répondre non plus à un pourquoi, mais à un comment on peut faire ça vite et bien. Ainsi tout le monde sait lire et écrire et compter, mais rares sont ceux qui savent lire et écrire, comme dit Nietzsche, avec leur sang. Ainsi arrive-t-on, dans le plus grand désœuvrement, à dire, sans en mesurer la teneur, que seuls les fous écrivent complètement. Aujourd'hui, et peut-être plus en France qu'ailleurs, on s'affaire sur le langage du fou, et avec le sérieux qui marque le peu de constance méthodique, méthodos et poursuivre pas à pas. On avance l'écriture folle. Ce qui est le plus grave, c'est qu'on avance l'écriture folle d'un Nietzsche, d'un Artaud, d'un Lautréamont, même d'un Dante, avec la même impertinence que la simple écriture, le dessin du psychotique. On nivelle les premiers sur les seconds. On veut donner ainsi une représentation du monde à partir de la folie, particulièrement de la schizophrénie. Le monde, ici n'étant que la société, on suit là une lecture simplement militante de Marx. Cela a commencé apparemment avec Freud, qui, analysant Léonard de Vinci, se refuse à entendre autre chose que la névrose. Il n'entend plus la pratique proprement artistique. Cela ne va pas, naturellement, sans excuse et justification scientifique. Freud, dans son étude, multiplie excuses, justifications, admiration de profanes, comme il le laisse s'écrire sans mesure, le hors du temple que le mot porte. Ce même discours, réducteur, est poursuivi par Lacan, mais aussi et plus dramatiquement, avec un masque de comédien, ceux qui aujourd'hui réécrivent l'histoire du monde comme une histoire de cas font du fou schizophrène. Le porteur ou le symptôme, du grec symptoma, accident, coïncidence, sun avec et piptein, tomber, sens du monde, égale la société. Le monde n'est pas compris dans l'ordre habituel. Il compose ainsi, bien qu'il clame le antifamilialisme, clame un roman familial du monde, reprenne et la porte à son extrême la métaphore familiale. Le langage pris dans le discours incroyable du fou déracine le langage de sa mission, de son engagement essentiel. Il le prive de sa mission en le livrant à la seule confusion mentale, à la désolation, à la pure dévastation. Le langage fou, ou le langage du fou, ne tient plus le rapport de l'homme au monde, déjà réduit à la société, il se désœuvre. Nous devrons entendre désœuvrer non pas comme un simple ennui plus profond que l'ennui, mais comme le plus grave, la désœuvre. Dans la désœuvre, l'annexion de l'œuvre est telle que l'avancée sur le chemin d'un mais qu'est-ce qu'une œuvre paraîtra désormais toujours plus ridicule. L'œuvre sera uniquement envisagée dans la simple entrée du lexique mondial comme parfaitement définie, délimitée. Tout arrive ainsi à saturation. Les progrès toujours plus grands, toujours plus spectaculaires, toujours plus magiques dans leurs affairements passent cependant de plus en plus dans l'indifférence du simple divertissement, la simple diversion passagère de l'intérêt.
Le langage même réduit un moyen de communication, ce qui s'enclenche d'abord d'une prise de parole où parole est avec assurance synonyme de pouvoir, est géré comme un fichier et objet de calcul de plus en plus précis, dont s'empare la publicité en tant que vecteur idéologique et non plus simplement propagande commerciale, en vue de l'information. Ainsi, dans la des œuvres où on s'affaire, se préoccupe, où on manifeste, conteste et dispute, où on prend, vole plus que jamais la parole, que l'on devrait écrire pararole, tout demeure indifférent, information. Tout et rien se rejoignent dans une sorte de confusion schizophrénique où la société vient se représenter ou errer. Ainsi, dans l'état dit de crise, de morcellement, imputé au seul capitalisme ou à la seule dépression économique, se constituent en urgence des théories de la cure. À gauche comme à droite, on agite la même terre promise sans s'en rendre bien naturellement compte. La cure, voilà le fin mot. Le mot qui, dans le dépassement propre à la désœuvre, pense. P-A-N-S-E. Pense. Oui, c'est bien à la pense et au pansement que nous faisons ici allusion. Comment pourrions-nous écrire penser lorsque nous nous avançons dans une médecine de la crise? Soigner la crise, voilà ce qui se présente comme politique. Or, attentif à ce que signifie soigner quand on s'occupe le plus de soins, c'est-à-dire dans le cadre de l'ordre médical, nous avons bien des raisons de ne pouvoir écrire un autre mot que penser. Soigner veut dire en effet, dans ce cadre qui s'occupe hautement de soins, réparer une carrosserie. Obnubilés par le succès de la médecine moderne, nous oublions trop vite que la médecine, le médecin occidental, n'est pas autre chose que le mécanicien du corps, n'est pas plus digne d'éloge que le mécanicien, le simple mécanicien, partageant avec lui la seule intelligence technique. Mécanicien du corps, le corps, c'est-à-dire le cadavre. En anglais, cadavre se dit très près du mot français, corpse. Il s'oppose au body, qui proprement désigne le corps. Cependant, pas plus que le français, il ne peut saisir ce que le mot allemand der Leib indique dans sa proximité au verbe leben, vivre, en s'opposant au simple der Körper, même mot que le français corps. Le mot japonais mi, qui signifie en même temps la graine et le corps, pourrait nous aider à penser proprement le corps. Mais l'Orient ici est toujours demeuré en réserve. Rien ne change lorsque le médecin dénonce dans le corps médical le corps bafoué, the betrayal of the body, littéralement la trahison du corps, titre d'un best-seller de la psychologie américaine dans la lignée reichienne écrit par le Dr Loven, de l'Institut de bioénergie de New York. Il ne fait qu'inverser les termes de la contradiction métaphysique âme-corps, il place l'âme à la place du corps. Mais le médecin demeure tout autant le mécanicien du corps. L'intelligence médicale bute et demeure l'intelligence de ce qui décompose, se décomposer, tient et retient proprement à la désœuvre. Ce ne serait donc pas un hasard si aujourd'hui le médecin et son ordre est requis et qu'on lui confie la responsabilité, les responsabilités d'être, par exemple, expert auprès des tribunaux, auprès de la justice. Le médecin ne sait, n'a de savoir que du corps. Lorsqu'il envisage le virus, qui serait en temps en proximité d'une des significations de pharmacone, où le médecin s'entend à médiquer, médicamenter, poison, virus, du latin signifiant poison, ou plus proprement suc des plantes. Il entend dans l'ouvert, dans l'horizon métaphysique, comme destin, comme quelque chose qui frappe celui qui devient par là son patient. Le patient a attrapé par hasard le virus. Il se trouvait justement par là lorsque le virus passait. Le médecin se tient, comme tout autre scientifique, dans l'horizon d'une très ancienne pensée, à l'un de ces tournants oubliants. Il s'en croit cependant détaché, c'est ce qui fait que nous y croyons. Nous croyons en la médecine comme nous croyons
croyions jadis en Dieu, nous délaissons aujourd'hui le divin pour la science. C'est de ce détachement aussi, et plus dangereusement encore, que l'ordre médical veut concevoir dans l'histoire des races pures, exemple anodin sans doute. Le médecin ainsi n'a plus à se demander pourquoi le patient est devenu patient en rencontrant le poison, à poison contre poison. Tout cela tient dans la seule origine grecque du mot pharmacie, pharmakon, poison et contre-poison en même temps. Il constate simplement que le sort a frappé. Il ne peut pas concevoir ce que dans le devenu patient le préparait à la rencontre du virus, pas plus qu'il ne s'interroge sur le pourquoi, ayant été capable de cette rencontre, le virus se maintient et se développe. Ces questions sont pour lui de simples questions mystiques et comme telles repoussées et repoussantes, de même si aujourd'hui il tente à s'accaparer en les reconstruisant à sa guise pour sa sauvegarde des méthodes psychologiques ou des techniques comme l'acupuncture, c'est toujours pour saisir la maladie comme accident ou catastrophe avec le sens commun, le bon sens. Il ne s'adresse toujours pas à un être pourvu de langage, mais seulement à un animal pourvu accessoirement par ajout de raison. C'est ainsi en effet que nous traduisons la pensée grecque. L'homme est ce vivant à qui la parole étant propre, en grec zoon logonekon, par l'homme est un animal rationnel. Nietzsche dira encore l'homme est un animal monstrueux, il ne change pas grand-chose. On peut voir dès lors où va se situer le discours psychiatrique. La psychiatrie formée dans l'ordre médical n'apportera rien de différent. La psyché dont il fait sa pâture n'a rien de psychique, pas plus et encore moins qu'elle n'a de vie, au sens de l'ébone. Ce et encore moins qu'elle n'a de vie. Ce qui l'intéresse, c'est la mécanique encéphalique. Cela suppose un détachement de la tête, puis du cerveau, du reste du corps, un détachement qui est, outre le détachement scientifique de l'objet, avant tout une décapitation et en dernier une castration. Si par castration nous pouvons entendre le ne plus pouvoir se tenir debout qui concerne le clinique. La folie est ce qui, bien que laissant intoucher l'essence rationnelle de l'homme, touche accidentellement, suivant des règles symptomatiques, l'animal humain.